Bonjour et bienvenue à tous. Donc moi je suis Frédéric du CRTL. Cet atelier d'aujourd'hui par contre est un petit peu différent des autres parce qu'on va être sur le terrain. On est avec Carole. Elle est là dans une villa témoin. Donc vous allez voir que tout à l'heure en fin d'atelier on fera le tour de cette villa pour voir en live comment se passe la vérification du ménage. Cet atelier est en trois parties en fait. Il y a une première partie qui porte plus sur le recrutement du personnel de ménage, comment on gère les annonces, comment on gère l'entretien, comment on gère l'essai, etc. Ensuite, le deuxième temps porte plus sur l'organisation du ménage, sur les produits. Il y aura un petit débat, produits éco, efficacité, etc. Le matériel, ça va être une partie un petit peu plus rapide, mais là aussi, à la fin de cette partie, vous pourrez poser toutes vos questions. Et ensuite, on arrivera, au bout de la première heure, on arrivera à la troisième partie où on suivra Carole en live. Elle va être filmée par sa collègue qui la suit dans la maison et vous pourrez poser vos questions à ce moment-là en direct. Il y aura plus de moments de pause pour répondre à vos questions. Je laisse la parole à Carole qui va se présenter elle-même directement. Ça fait environ 30 ans que je suis dans le business du tourisme. J'ai commencé par l'hôtellerie, la restauration. Ces 20 dernières années, je me suis spécialisée vraiment dans la conciergerie, le management de villas privées. J'ai fait environ 10 ans en République dominicaine, dans des villas ultra luxe. J'avais environ 25 personnes salariées et on était vraiment sur du personnel 24 heures sur 24 dans les maisons. C'est là que j'ai pris goût un petit peu à la location saisonnière, mais haut de gamme. Ensuite, pour des raisons personnelles, pour les enfants et plein d'autres raisons, on est revenu vivre en France avec mon mari. Et c'est là que, ici, on a monté donc notre propre conciergerie il y a environ 10 ans. Et ça marche très bien. J'ai commencé aussi en faisant beaucoup d'erreurs. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, j'arrive vraiment à conseiller assez bien parce que je pense être passée par toutes les erreurs possibles et imaginables d'une conciergerie, d'embauche, de management, de choix de propriété, etc. J'en avais 18 au départ. J'ai eu embauché en saisonnier jusqu'à 10, 12 personnes. Et au fur et à mesure des années, j'ai appris à bien choisir mes propriétés. Donc, j'ai laissé partir certaines propriétés qui, en rapport chiffre d'affaires, rentabilité, n'étaient pas assez intéressantes pour moi. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai 5 propriétés en gestion. Ce sont en général des très grosses maisons où j'ai vraiment le full management. J'ai du moyen haut de gamme. En général, le prix le plus bas, c'est 3 000 euros la semaine jusqu'à 11 à 12 000 euros la semaine. Ce que j'aimerais préciser aussi, c'est qu'en République dominicaine, ma famille, nous sommes propriétaires d'une résidence de vacances, ce qui veut dire que j'ai aussi l'expérience en tant que propriétaire de ce que c'est que les charges, de maintenir un bien, enfin tout ce qui va avec, la gestion des annonces, plateforme Airbnb, Abritel. Bon, je voyage beaucoup, donc je suis aussi une locataire qui sait ce qu'elle aime et ce qu'elle aime pas quand elle arrive dans un lieu de vacances. Et là, depuis que je vis en France, je peux dire que j'ai fait des milliers et des milliers d'heures de ménage parce que je suis sur le terrain avec mes équipes. Voilà, je pense que j'ai vraiment fait le tour de la profession dans toutes les chaussures de tout le monde et que du coup, je peux répondre à pas mal de problématiques, je pense, aujourd'hui. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que ça va faire environ 3 4 ans, j'ai commencé maintenant à faire de la formation. J'ai une chaîne YouTube dans laquelle je donne énormément d'informations. Je vous inviterai à aller la voir parce qu'il y aura beaucoup de choses que je ne vais pas réussir à vous dire aujourd'hui. Malheureusement, c'est tellement vaste comme sujet. Donc, pour le recrutement, si vous êtes propriétaire d'un seul bien, donc soit vous faites le ménage, je vois que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous, donc la partie recrutement va un peu moins vous intéresser. Mais si vous devez recruter, vous avez trois choix qui s'offrent à vous. La femme de ménage en auto-entreprise, c'est parce que le bien, il est petit et qu'une seule personne peut faire le ménage. Si vous êtes dans du 3 chambres, 4 chambres, deux salles de bain, des extérieurs, une personne ne pourra pas faire le ménage. Donc, si vous embauchez une auto-entreprise, ça veut dire que elle embauchera ou sous-traitera avec d'autres auto-entrepreneuses, mais seule sur un grand bien, elle ne pourra pas travailler. Le deuxième choix, c'est que vous faites appel à une conciergerie. Donc là, c'est vraiment une société qui est spécialisée. Elle va vraiment prendre tout en gestion, à la fois le recrutement de l'équipe de ménage, elle va gérer l'équipe sur le terrain, elle va faire les accueils et les départs et en général, elle va aussi s'occuper de la gestion du linge de maison. La dernière option pour un propriétaire, c'est une société que de ménage. Là, je vais vous conseiller vraiment de vous assurer qu'ils sont aussi spécialisés dans la location saisonnière et pas que dans le ménage chez le particulier, parce que c'est deux ménages complètement différents. Donc, si vous êtes avec une société qui vous dit on fait beaucoup de particuliers, de bureaux, de pharmacie, attention, c'est pas la même chose. Donc ça, ce sont vos trois options. Quand vous avez la société de ménage, c'est souvent parce que vous faites soit l'accueil vous-même ou vous avez des systèmes de boîte à clés. Le deuxième cas de figure, c'est donc vous êtes une conciergerie, vous êtes une société de ménage ou vous êtes un hôtel, gîte, chambre d'hôte, et là, vous embauchez vous-même votre équipe de ménage. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a deux options, effectivement. Soit vous salariez,
Soit vous faites appel à des auto-entreprises. Là, je vais pas m'étaler, c'est pas mon métier, je suis pas comptable, mais il faut quand même savoir que si vous déléguez le travail à une auto-entreprise, c'est-à-dire vous êtes une conciergerie, vous avez plusieurs biens et vous avez seulement une ou deux auto-entrepreneuses avec vous et elles font 80% du travail chez vous. C'est un peu ce qu'on appelle de l'emploi déguisé. Une auto-entreprise ne doit être normalement utilisée que pour de l'emploi ponctuel, c'est-à-dire que l'auto-entreprise va être une fois dans cette maison, une fois dans cette maison, une fois dans cette maison. Et la facturation ne devrait pas être la même tous les mois avec une auto-entrepreneuse. Et ensuite, donc le salariat, c'est mon cas. Moi, j'embauche. Depuis le début, j'ai toujours embauché. Je trouve pour moi que c'est plus pertinent parce que vraiment, justement, je sais que les filles sont en exclusivité avec moi parce que l'auto-entreprise n'a pas à vous donner l'exclusivité. Si elle veut et si elle décide, elle va vraiment dire, ben moi, je peux pas arriver avant telle heure. Moi, j'ai un autre client ce jour-là. Et en réalité, vous n'avez pas le droit de lui imposer un planning. C'est la loi. Bien sûr, dans la réalité, il y a de l'entente. Et ça se passe très bien avec les auto-entrepreneuses. Mais voilà, ce sont des choses à vérifier. Moi, j'ai fait le choix du salariat parce que, comme je vous ai dit, j'embauche des personnes que je vais former en CDD saisonnier. Je reprends les mêmes personnes chaque année en CDD saisonnier, celle qui veut revenir. Maintenant, la réalité du terrain, c'est qu'en général, une personne, si elle s'est bien sentie à l'aise et qu'elle a aimé le travail, elle fera en général entre 1 et 3 saisons. Ça sera rare vraiment d'avoir quelqu'un qui restera plusieurs années d'affilée avec vous. Et ça, il faut en être conscient, ce qui veut dire vraiment que si vous devez embaucher, oui, chaque année, vous allez devoir passer par la case recrutement, formation, patience, parfois des gens qui abandonneront et on réembauche. Comme dans la restauration, ça fait vraiment partie du jeu, quoi. Et donc, je finirai par dire que vous êtes une conciergerie, hôtel ou peu importe, ou voilà, une société de ménage. Si c'est pas vous qui savez faire le ménage, vous devez avoir un chef d'équipe, une gouvernante, un manager. Il doit y avoir quelqu'un sur place qui va gérer vraiment les équipes sur le terrain. Vous pouvez pas juste être la conciergerie qui va juste embaucher des auto-entrepreneuses ou des salariés et les jeter comme ça dans la fosse aux lions. Allez travailler, toi tu vas là, toi tu vas là. Si vous voulez que ça se passe bien, on parle de fidélisation des équipes. Moi, ce que je conseille, c'est qu'il doit vraiment y avoir quelqu'un sur le terrain avec eux. Quand j'avais 18 villas à l'époque, évidemment, je ne pouvais pas être de partout. Je divisais en général mon équipe en 2 ou 3 groupes. Je disais à certaines personnes, partez de ce côté dans telle maison, vous dans telle maison, et je partais moi avec une équipe que j'installais dans une maison. Elles commençaient à travailler, j'allais voir les autres, j'allais voir ensuite les autres, et ensuite je retournais à la première maison, par exemple, et elles en étaient en train de finir l'intervention, je faisais la vérification. Ce que je veux dire, c'est que j'étais tout le temps sur le terrain avec elles. Je faisais pas toujours physiquement du ménage, mais j'aidais, je vérifiais et tout ça. Et je vous garantis que si quelqu'un est avec l'équipe sur le terrain, c'est une garantie de fidélisation et de bien-être. Alors, depuis tout à l'heure, on a une trentaine de personnes qui nous ont rejoints en plus, donc j'en profite pour signaler à tout le monde que vous pouvez poser vos questions dans le fil de discussion et on fera des coupures pour y répondre. D'ailleurs, il y a quelques questions de François là que je vais transcrire pour Carole pour qu'on puisse répondre déjà. Et une petite précision sur l'auto-entrepreneuriat. Carole a bien fait de dire qu'effectivement, il n'y avait pas d'exclusivité parce qu'en fait, légalement, il ne peut pas y en avoir. Une auto-entrepreneuse ne peut pas travailler que pour un seul client. Et en plus, elle doit aussi fournir le matériel. Ça peut pas être le matériel du propriétaire. Sinon, c'est taxé de travail dissimulé. Les questions de François, il y en a eu plusieurs. Comment déclarer une femme de ménage qui veut pas être auto-entrepreneuse et qui peut pas être déclarée en tant que CESU? Comment la déclarer? Et une conciergerie peut-elle embaucher à la tâche pour le compte d'un propriétaire? Donc, une auto-entreprise donnerait une facture. Si une personne ne veut pas être, n'a pas le statut d'auto-entrepreneuse, je vous invite, si elle est vraiment motivée, que vous avez beaucoup de travail à lui proposer parce que vous avez beaucoup de biens et qu'elle va remplir quand même une partie de son agenda avec vous, je vous invite à l'inciter à faire le statut d'auto-entrepreneuse parce que c'est vraiment pas très compliqué. Le CESU ne peut absolument pas être utilisé pour la location saisonnière. C'est exclusivement à l'usage du particulier. C'est totalement interdit. S'il y a eu des bénéfices faits par de la location, ça ne peut pas être un employé en CESU qui a travaillé. La dernière option, malheureusement, c'est le salariat. Moi, je fonctionne avec le TESE. C'est quelque chose qui est assez facile. Au début, on en a un petit peu peur quand on n'a pas l'habitude.
mais c'est vraiment un organisme qui est directement lié à l'URSSAF, hein. C'est l'URSSAF qui propose ce service. C'est spécialement pour les petites entreprises, je crois moins de 11 employés de mémoire. C'est un service en ligne, vous y adhérez, il y a toute une procédure un petit peu lourde au début pour mettre en place, mais après, vous faites vous-même vos contrats. Moi, il m'arrive en été d'embaucher quelqu'un que pour 4 heures les samedis. Elle va faire que 4 samedis. Elle va avoir un contrat de 16 heures dans le mois. Et je le fais en quelques secondes en ligne. Ça me sort une déclaration d'embauche qui est directement transmise à l'URSSAF. Je fais le volet social, donc la fiche de paye quand elle a fini, où j'y inclus les congés payés et la précarité. Et il y a juste deux petites questions qui sont arrivées avant qu'on passe sur la partie salariée. Le coût du TSE, je ne sais pas si on prononce TSE ou Le TSE. thèse. TSE, du Moi, je TSE. dis le Du thésé ou TSE. le thèse. D'accord. Et puis, est-ce qu'on peut recruter avec des chèques emploi quand c'est un meublé tourisme? Alors non, chèque emploi-service, c'est interdit. C'est la même chose que le CESU. C'est vraiment fait pour le particulier, pour son usage particulier. Le thèse, c'est gratuit. On va demander votre SIRET, on va vérifier que vous existez bien. Ça, c'est un fiscaliste hein, qui pourra vous répondre, mais il me semble que c'est aussi ouvert du moment que vous avez votre numéro de SIRET, et vous avez dû le faire puisque vous êtes loueur meublé. Vous devriez pouvoir embaucher au thèse. Moi, c'est vrai que je suis une société. Donc, je saurais vous répondre à ce sujet. On va continuer donc. Mes conseils pour le recrutement. Et c'est là que c'est un peu important parce que l'erreur qui est souvent faite, c'est que on va être au mois de janvier, la saison démarre en avril. On va chercher des prestataires, des auto-entrepreneuses ou une société de ménage. On va dire c'est bon, je les ai trouvés, ils seront à disposition pour moi quand j'en aurai besoin. Et en fait, quand la saison va démarrer, ce qui peut arriver, c'est que d'un coup, la personne, elle va vous dire, ah non, mais moi, le samedi, finalement, je ne peux pas de telle heure à telle heure. Les choses auront évolué. La première chose à faire en tant que recruteur, vous devez absolument définir vos besoins. Et ça, c'est pas évident à faire parce qu'on n'a pas toujours nos calendriers remplis comme ça en avance. En général, cette étape, moi, je vais la faire environ un mois avant le début de la saison. Il est tout à fait inutile de commencer à recruter trop tôt. Combien de fois j'ai moi-même fait l'erreur? En janvier, j'ai embauché quelqu'un, une personne m'a dit je serai là pour la saison motivée. Entre-temps, arrive le mois d'avril, ah non mais j'ai trouvé un travail meilleur, il y avait plus d'heures, c'était mieux payé, etc. Donc première erreur, on ne recrute pas trop tôt. En général, donc je mets mes annonces environ un mois avant le début de la saison et je définis exactement mes besoins. Donc là, j'ai quand même en mars une assez bonne visibilité de ce qui va se passer dans mes différentes villas. Ça va être un peu plus dur pour ceux qui louent à la nuitée ou aux 2 nuits et où vous avez beaucoup de réservations dernière minute. En tout cas, il va falloir déjà définir votre période saisonnière. Donc moi, par exemple, c'est début avril. On ouvre les maisons. Vers la fin avril, on commence les premiers séjours. Les 3 mois les plus importants, juin, juillet, août. Le mois de septembre commence à baisser. Octobre, on termine et on ferme les maisons. Moi, je connais parfaitement ma saison. Ensuite, je définis les jours de la semaine. Je regarde mes calendriers selon les mois où ça va être le plus costaud. En général, dans mon cas à moi, on est sur des samedis en samedi. Donc, c'est souvent les samedis qui sont hyper chargés. J'ai un fichier Excel. Je vous invite à trouver la façon la plus simple pour vous d'avoir sous les yeux votre calendrier avec vraiment le mois, toutes les villas et jour par jour, il faut qu'en un coup d'œil, vous puissiez voir quels sont les jours où il y a des départs arrivés et ça va être charnière. Ça va être compliqué à gérer parce qu'il y aura beaucoup de travail. Par exemple, dans mon cas, je sais déjà, parce que ça fait 10 ans que je fais le métier, je sais que ce sont les samedis qui sont chargés, les vendredis. Et ça, c'est parce que quand j'ai des séjours de 15 jours, on fait le changement de drap les vendredis, ce qu'on appelle le ménage intermédiaire. J'ai aussi des villas où je propose le ménage en milieu de semaine. Et donc, je sais aussi que les mardis et mercredis sont aussi parfois avec beaucoup de travail. Donc là, il n'y a que vous qui allez pouvoir savoir et identifier vos jours où c'est vraiment très, très chargé. Je sais donc que moi, le lundi est plus calme et le jeudi est plus calme et le dimanche est libre. À partir de là, je vais commencer à embaucher. Et donc là, ce que je fais moi, au mois d'avril, c'est que je vais embaucher mes 1 ou 2 employés phares de la saison. Ces 2 personnes, c'est celles qui auront le plus d'heures. En général, moi, j'arrive à proposer des contrats d'environ entre 80 heures par mois environ. Ces personnes, je vais les recruter donc à la mi-mars par téléphone. Je vais leur faire des essais et tout le mois d'avril, pendant les ouvertures des maisons, je vais les former. Quand on va ouvrir une maison, si par exemple j'estime un temps de travail de 15 heures, en fait, on va y rester 20 heures. Je vais moi passer beaucoup d'heures à former les personnes à savoir faire parfaitement une cuisine, une salle de bain, les vitres, tout.
Et bien sûr, je ne compte au propriétaire que l'intervention, mais je ne compte pas ce laps de temps où j'ai perdu à donner beaucoup d'explications et tout ça. Mais par contre, c'est primordial. Je ne commence jamais une saison sans avoir formé parfaitement une ou deux personnes à savoir faire le travail que moi-même je suis capable de faire. Et là, on rajoute aussi la gestion du linge. C'est très important qu'une ou deux de vos employés connaissent parfaitement le linge de toutes les maisons et comment le distribuer dans les maisons. Et ensuite, ça sera au mois de fin mai, début juin, où je vais commencer à m'intéresser à embaucher le reste de l'équipe. Ce sont les personnes qui ne seront là majoritairement que les samedis et pour lesquelles je vais dire, écoute, je vais avoir besoin de toi le vendredi et le samedi. Ou écoute, je vais avoir besoin de toi le mercredi et le samedi. Pourquoi est-ce que c'est important? Tous ces gens que vous avez en face de vous, ben, ils ont une vie, quoi. Vous n'allez pas être en mesure de pouvoir, enfin, dans la plupart des cas, hein, je ne parle pas pour les hôtels où là, peut-être, il y a vraiment du travail journalier, mais nous, location saisonnière, c'est en général juste entre les changements départ-arrivée et parfois des ménages intermédiaires en milieu de semaine. Donc, on est incapable de proposer un plein temps à personne. Cette personne qui va venir travailler, il faudra vraiment lui expliquer qu'elle va gagner qu'un complément de revenu ou qu'un petit salaire. Essayez de lui identifier les jours. Pourquoi? Parce que ça va lui permettre à elle d'aller trouver un autre job ou un autre propriétaire ou une autre conciergerie avec laquelle elle va pouvoir compléter son revenu. Oui. Alors, on a une question de Nathalie qui gère des chambres d'hôtes, donc elle n'est pas dans le cadre d'une location du samedi au samedi. Il y a des arrivées et des départs n'importe quel jour de la semaine et elle a du mal à estimer le temps, le nombre d'heures consacrées à faire le ménage des chambres. Et donc sa question, comment faire pour anticiper dans le cadre d'un recrutement sur le temps de travail qui sera effectif. Alors, ça, c'est le problème de la plupart d'entre nous, surtout quand on débute et que justement, on n'a pas ce remplissage pratiquement automatique d'année en année. Mais en tout cas, moi, ce que je fais, parce que c'est effectivement impossible à savoir, c'est que vraiment, on n'embauche pas qu'une seule personne. Ça, c'est aussi quelque chose que je recommande vraiment, c'est ne misez pas, ne mettez pas vos œufs que sur une seule personne, parce que vous prenez un grand risque. Il vaut mieux avoir plusieurs temps partiels et promettre moins d'heures. Il suffira juste au moment du recruter de trouver ces personnes qui sont intéressées par si peu d'heures par semaine parce que elles ont déjà un job, elles ont des enfants, le mari travaille, elles n'ont pas besoin du gros salaire pendant le mois. Vous devez garder en tête que les gens, pour être intéressés et pour rester à travailler avec vous, il faut vraiment vous mettre dans leurs chaussures. Et donc, vous pouvez pas vous dire, je l'appelle pour la semaine prochaine quand j'en ai besoin. C'est pas comme ça que ça va marcher. C'est comme ça qu'on décourage les filles. Elle me disait que je devais travailler. Elle m'a dit que c'était plus la peine. Donc, pour revenir à la question de la dame, ce que je vous invite, c'est à dire, je te promets ça. Il y aura sûrement plus d'heures de travail. Vous commencez la saison, un mois ou deux avec cette personne. Déjà, vous allez vérifier si elle est efficace, si vous vous entendez bien. Et après, vous faites un avenant à votre contrat et vous lui rajoutez des heures. Tout simplement. Alors j'ai une question aussi, moi perso, du coup. Quand il y a des réservations de dernière minute, alors plutôt quand il y a un départ, est-ce qu'il faut attendre que le logement soit reloué pour faire le ménage? Ou est-ce que justement, pour pas avoir à solliciter une femme de C'est ménage au ça. dernier moment, il vaut mieux l'anticiper et Non. faire le ménage dès le départ, quitte à y revenir C'est après pour la ça. poussière? Dans tous les cas, et surtout en pleine saison, autant que possible, on prévoit le ménage à un départ, tout le temps. Comme ça, s'il y a personne pendant une semaine, on sait qu'on doit revenir juste petite toile d'araignée, petite poussière, petite vérification et installation des extérieurs selon la saison. La seule chose que moi, je préviens mes propriétaires, c'est que en pleine saison, juin, pour moi, pleine saison, c'est vraiment juin, juillet et août. Je vais dire s'il n'y a pas de départ derrière, mais que c'est un samedi le départ. Je vais dire au propriétaire une semaine avant, écoutez, on n'a pas d'arrivée ce jour-là derrière le départ de vos clients. Je ne vais pas prévoir le ménage ce samedi-là. Pourquoi? Parce que les samedis de base sont déjà très chargés et quand on peut éviter d'en avoir une affaire et on se concentre à bien faire les autres, on sait que celle-ci, on va se la caler dans la semaine tranquillement. Mais j'ai prévenu mes propriétaires que, attention, ça veut dire zéro réservation de dernière minute. La prochaine semaine est fermée. C'est comme ça que moi je le gère. Alors, il y a une question de Christine sur le minimum d'heures pour la déclaration. Alors honnêtement, moi, le plus bas que j'ai fait, c'est 16 heures par mois. Je ne sais pas s'il y a un minimum. Je crois que non, hein, je crois que vous pouvez embaucher quelqu'un une journée et la déclarer 5, 6 heures. Mais je ne suis pas comptable. Steph, Hôtel de Paris, est-ce qu'il faut passer par un cabinet comptable pour établir les contrats? Voilà, oui, moi ça me semble évident. Alors, c'est là où moi, je conseille le thèse à la plupart des conciergeries qui sont amenées comme moi à avoir ces petits contrats, ces petits extras. Parce que, bien sûr, j'ai mon comptable. Il fait les rentrées, la TVA, tout ça, les bilans.
Mais comme je vous ai dit, c'est moi qui tous les mois fais mes embauches, mes fins de contrat, solde de tout compte et mes fiches de paye. Pourquoi? Parce qu'une fiche de paye, c'est 25-30 euros. Une édition de contrat, je crois que c'est 70 euros. Enfin, quand vous allez embaucher cette fameuse personne pendant 4 ou 15 heures par mois, vous allez avoir cette dépense auprès du comptable. Vous allez payer plus votre comptable que ce que vous aurez payé votre salarié. C'est pour ça que dans nos cas à nous, d'embauche très saisonnière, très ponctuelle, quand on veut être dans la légalité, qu'on ne fait pas de blagues et tout ça, le thèse est une bonne option. Le comptable, on en a besoin, c'est obligatoire, un expert comptable d'ailleurs, je dirais. Il fait vos... Mais moi, par exemple, dans mon cas, étant donné que je fais tout le social, mon comptable ne me revient pas très cher. Ok. Alors, il y a plusieurs personnes d'ailleurs qui, dans le fil de discussion, utilisent le thèse et semblent satisfaites. Il est 11h07. Moi, je vous propose de passer à la partie suivante. Je veux juste préciser quelque chose sur l'annonce que vous allez mettre en ligne parce qu'on n'en a pas vraiment parlé. Et soyez le plus spécifique possible. On est des chefs d'entreprise, on n'a pas le temps, on est souvent sur le terrain. Des fois, on se dit oui, si je mets trop d'informations, je vais fermer à des candidatures. Non, vous voulez justement que les 4-5 personnes qui vont vous appeler, elles viennent exactement pour postuler. Donc, ce qui est très important, c'est préciser que vous faites des contrats CDD saisonniers ou de l'auto-entreprise. En gros, vous voulez pas de personnes au black. Ça va vous éviter les 18 coups de fil, je veux être que au black. Ensuite, la deuxième chose, c'est de préciser exactement les jours que vous avez besoin dans l'annonce. Vous pouvez parler donc de la période d'embauche, par exemple, de j'ai besoin de juin à fin août, tous les samedis, de 8 heures à environ 14 heures, horaire variable selon les samedis. N'oubliez pas de préciser le secteur d'activité, parce que ça arrivera très souvent, ça m'est arrivé tellement au début. J'avais des personnes qui m'appelaient, mais qui vivaient à 60 kilomètres, qui étaient motivées, qui voulaient travailler, elles voulaient le job. Mais moi, je leur disais, écoute, tu vas mettre 1 heure et demie en plein été pour arriver sur une maison, pour faire un ménage intermédiaire de 2-3 heures, repartir. Tu vas perdre toute une matinée pour gagner 50 euros. Ça, c'est très important. Précisez le secteur et quand vous embauchez, je vous conseille, la personne doit absolument vivre au plus proche de vos maisons. Alors, véhicule obligatoire, évidemment. Sauf pour les extras, ce que j'appelle moi les petites mains qui viennent que les samedis. Nous, personnellement, je prends tout le temps des étudiantes et à ce moment-là, si elles n'ont pas le permis, c'est pas grave. Il y a un point de rendez-vous, on va les chercher et elles montent avec une équipe et elles partent travailler et on les ramène au point de rendez-vous. Et après, vous parlez du salaire ou pas, c'est controversé. Moi, personnellement, j'aime bien parler de salaire dans l'annonce directement. Comme ça, on m'appelle pas si on n'est pas intéressé pour gagner. Voilà, je perds pas trop de temps. Allez, on passe aux produits et matériels. Si vous êtes propriétaire, mon seul conseil, c'est simple. Si vous avez une seule femme de ménage, demandez-lui ce dont elle a besoin. Ne partez pas du principe que vous savez, parce qu'elle va peut-être aimer travailler avec ci, avec ça. Votre aspirateur, il est peut-être super lourd, donc demandez à la personne, vous avez besoin de quoi, je vais vous le stocker. Si elle est auto-entrepreneuse, effectivement, logiquement, elle vient avec son propre matériel. Pensez juste, vous, à avoir à la maison les 2 ou 3 produits spécifiques à votre maison. Si une pierre a besoin d'être nourrie avec telle ou telle chose, si un canapé en cuir a besoin d'être nourri, si vous êtes propriétaire et que vous faites le ménage, moi, je vais vous parler rapidement de moi, ce que j'utilise pour travailler. Formez-vous, quoi. Formez-vous à utiliser les bons produits sur les bonnes surfaces et avoir les bons gestes. On va pas pouvoir parler de ça aujourd'hui. Pour les professionnels qui embauchent, sachez que c'est justement le manque d'organisation, le mauvais matériel, le manque de matériel, le matériel usé qui entraîne le découragement des équipes. Quand les filles arrivent sur une intervention et les éponges sont toutes sales, il n'y a pas assez de torchons, l'aspirateur il marche pas, il est trop lourd, il est cassé, il n'y a pas de serpillère, vous êtes assuré que ça va mal se passer. Donc c'est à vous, chef d'entreprise, chef d'équipe, gouvernant, peu importe, c'est vous qui cadrez le matériel et les produits de vos employés. Vous leur donnez le matériel et vous lui dites tu vas travailler avec ça, vous les formez à ce qui doit être utilisé et dans quel cas, mais ne partez pas du principe qu'elles savent. Elles savent pas. Effectivement, la question qui est souvent posée, c'est comment on fait quand on embauche des auto-entrepreneuses et on se sent pas légitime pour leur expliquer comment travailler et utiliser le matériel et tout ça. Et ça, j'ai envie de vous dire, c'est aussi pour ça que moi, je fais du salariat. C'est parce qu'effectivement, l'auto-entrepreneuse, elle est censée savoir ce qu'elle fait. Et donc là, j'ai envie de vous dire, vous devez leur faire confiance. Le seul critère que vous devez leur dire, c'est, moi, j'attends tel résultat. Et si le résultat n'est pas atteint, dès les 2 ou 3 premières interventions, on n'hésite pas à changer de prestataire en début de saison. Donc, pour le matériel, mes conseils, le matériel doit être en très bon état, il doit être fonctionnel et léger. Attention avec les professionnels du matériel d'hôtellerie et tout ça qui nous vendent des super trucs hyper technologiques, la brosse en style de perceuse, là, vous savez, qui brosse tout seul les parois.
l'aspirateur qui se met sur le dos et tout. Attention, nous on est dans des villas, on arpente des étages de haut en bas, on fait des heures et des heures, 40 degrés de chaleur. Le matériel doit être fonctionnel, léger, transportable, hein, parce que c'est nous qui venons avec notre matériel dans les maisons. Enfin, moi, je préfère parce que je vais pas faire confiance quand j'ai plein de propriétés à ce que le matériel sur place soit en bon état. Si les locataires se sont amusés avec l'aspirateur et que d'un coup il marche plus, je peux pas me retrouver en intervention et avec un aspirateur qui marche plus. Donc, on arrive toujours avec notre propre matériel sur chaque intervention. Les produits, mon conseil, il faut en avoir peu. Partez du principe que vous allez travailler avec des personnes en saisonnier. Elles ne vont pas avoir le temps d'apprendre la fonction d'une dizaine de produits. Vous devez avoir le moins de produits possible. Ça doit être facile à retenir et ça doit être proposé dans le panier d'une façon où on sait de suite quoi et quoi sert à quoi. Vous pouvez utiliser une petite fiche récapitulative. Je le fais, je l'ai fait au début beaucoup. J'imprimais une fiche où il y avait les produits à utiliser dans quel cas, les microfibres dans quel cas, quelle couleur pour quelle pièce. Là, ça va être à vous de vous organiser. Encore une fois, c'est pas quelque chose où je vais pouvoir rentrer en détail aujourd'hui, mais formez-vous à faire un bon ménage et à proposer un protocole de travail qui est très clair. Et là, vous êtes sûr que quand vous embauchez une personne qui va débarquer dans sa saison et qui va être là que pour une trentaine d'heures par mois, c'est pas beaucoup, hein, 30 heures par mois. Elle arrive, tout est carré, quoi. Et ça sert à ça, ça sert à ça. Je vais t'apprendre à faire ça et ça et ça et rien d'autre. T'as pas besoin de savoir tout faire dans la maison. Ça aussi, c'est très important. Quand vous recrutez, tout votre personnel n'a pas besoin de savoir tout faire. Vous vous assurez d'avoir à minima une ou deux personnes selon le nombre de villas que vous avez qui sait tout faire. Mais les autres, moi, les extras ou les gens qui sont là moins d'heures, je leur apprends juste à faire une salle de bain parfaitement, aspirateur, poussière, vitre. Je mise sur le fait qu'elles savent faire moins de choses, mais elles le font bien. Et c'est là qu'on atteint l'excellence. Maintenant, passons aux produits. Donc moi, je vais vous dire simplement ce qui est indispensable pour entretenir une maison en entier, selon moi. Et c'est ce que j'utilise depuis 10 ans. Vous allez voir la maison que je vais vous faire voir. Elle est dans un état impeccable de propreté. Ça marche. Après, bien sûr, j'ai pas la science infuse. Je le dis toujours dans toutes mes vidéos YouTube. Faites vos tests, choisissez-vous vos produits en fonction de, vous pouvez être allergique à ci, ne pas aimer ça, être en fosse septique, enfin, il y a plein de cas de figure, vous adapterez-vous. Moi, je vais vous expliquer ce qui est indispensable dans une maison pour bien travailler. Donc, il faut un détergent à base de savon. Un détergent, ça va être du savon noir, ça va être un multisurface, mais ça va être aussi le liquide vaisselle. Le détergent, il sert à décoller la saleté. Il tue pas les germes, il tue pas les bactéries, mais par contre, lui, il décolle. Il y a des tensions actives, je crois, à l'intérieur. Il ramollit, il décolle, et après, vous, avec votre éponge, vous partez avec la saleté. Ça, c'est le détergent. Ensuite, vous avez besoin d'un désinfectant. Et là, le désinfectant, ça va être la javel. Alors moi, je dis bien sûr jamais de javel pur. Les berlingots, tout ça, hors de question. C'est beaucoup trop dangereux, ça sent beaucoup trop fort. Personnellement, moi, ce que j'utilise, c'est un détergent à base de javel. Mais donc, en tout cas, la javel, moi, je l'utilise même dans les villas où on a des fosses septiques parce que j'ai absolument besoin dans certaines pièces, toilettes, douches, baignoires, de désinfecter, quoi. Vraiment. Donc, je ne fais pas l'impasse sur la javel. Vous pouvez utiliser l'alcool ménager en alternative plus écologique. Ça ne tue pas autant que la javel. Moi, je trouve que ça sent trop fort. Je trouve que ça laisse une pellicule parce que l'alcool ménager ne peut pas être vraiment bien rincé. C'est mon avis. Donc ça va être pour la désinfection. Et ça va être utilisé que dans certains endroits, hein. Bien sûr, on ne va pas utiliser la javel de partout dans une maison, trop risqué. Vous avez besoin d'un anti-calcaire. Là, c'est pareil, il y a deux écoles. Il y a l'anti-calcaire vraiment efficace et là, c'est que pour les robinetteries, hein. Et un petit peu tout ce qui est lavabo en inox. Parfois aussi, bien sûr, pour les parois de douche de vitre. On a besoin de l'anti-calcaire. L'alternative écologique, c'est le vinaigre. Et donc là, le vinaigre, vous prenez du 8% à 10% que vous allez diluer moitié-moitié avec de l'eau. Je déconseille d'utiliser le vinaigre pur parce que vraiment, ça sent très fort. Souvent, mes employés me disaient, je ne peux pas supporter l'odeur du vinaigre. Mais ça sera l'alternative écologique pour l'anticalcaire. Par contre, le quatrième indispensable, c'est quand même le vinaigre que je vais diluer dans de l'eau, dans un spray. Et lui, je vais l'utiliser pour faire toutes les surfaces fragiles. Ça va être les vitres, ça va être les parois de douche, mais à l'extérieur, parce que là, il n'y a pas d'eau, donc il n'y a pas de calcaire. Mais ça va être donc une façon rapide de nettoyer quelque chose sans rinçage, parce qu'en fait, le vinaigre n'a pas besoin forcément du rinçage. Donc, je vais appliquer mon vinaigre, je vais laver, je vais passer mes raclettes,
Et donc j'ai, oui, bien sûr, du vinaigre sur moi et j'ai aussi toujours la version pure quand je dois traiter quelque chose, la bouilloire, je dois la détartrer. J'ai toujours un petit pot de vinaigre pur aussi que je vais utiliser occasionnellement. Mais mes employés, dans leur panier, n'ont que quatre produits. Un détergent à base de savon, ce que j'appelle un multisurface, un détergent à base de javel, donc il y a à la fois du savon et de la javel, il y a un anticalcaire et il y a un spray de vinaigre dilué. C'est tout. Quatre produits, je leur explique exactement où on les utilise. Et après, le dernier produit que je rajouterai quand même à cette liste, c'est le décap en four, parce que malheureusement, dans le temps imparti, on n'a pas le temps de laisser agir d'autres produits. L'huile de coude pendant 2 heures dans un four dégueulasse, c'est très compliqué. Les pyrolyses durent trop longtemps. Donc malheureusement, je dois opter pour le décap en four pour les fours et pour les barbecues. Et là, bien sûr, il faut savoir l'utiliser. On utilise des gants, on peut même parfois porter des masques. Il faut faire très attention. C'est hyper toxique. Voilà. La dernière, seule et unique chose que je voudrais préciser sur le matériel, c'est attention, le vrai danger. Et moi, c'est écrit dans mes contrats de travail avec mes employés. On ne doit jamais, jamais à aucun moment mélanger javel et anticalcaire ensemble. C'est-à-dire, j'ai aspergé mon anticalcaire sur une robinetterie. J'ai oublié de rincer et je suis allée mettre de la javel. Il y a un gaz très toxique qui se dégage du mélange de ces deux choses. Et ça, c'est hyper dangereux. Donc moi, je vous le dis, c'est précisé dans mes contrats de travail. C'est-à-dire, je te l'ai dit une fois, je te l'ai dit sûrement 2 ou 3 fois pendant la formation. Si tu l'as fait, je ne peux pas être responsable. Une question de Nadège, le détergent doit-il systématiquement être rincé ou il en existe sans rinçage? Le détergent doit toujours, toujours être rincé. C'est très important parce que, comme je vous l'ai dit, il va juste décoller la saleté, mais il faut absolument le rincer, sinon vous laissez des pellicules de produits. En fait, tous les produits doivent être tout le temps rincés. Un produit, à part le vinaigre, comme je vous ai expliqué, que lui peut rester, mais par contre, il va laisser une odeur selon vous l'aurez utilisé. Mais vraiment, tous les produits doivent être posés, dilués, laissés agir selon les cas. Quand c'est très sale, on laisse agir longtemps. Le produit, s'il est utilisé au bon endroit et que c'est le bon produit, il va dissoudre la saleté. Vous venez ensuite frotter pour décoller, mais bien sûr, on rince, on rince, on rince à grande eau même, je dirais. Nous, on a toujours un seau d'eau propre à disposition qui se balade avec nous et dans toutes nos surfaces. On ne fait pas couler le robinet 2 heures pour rincer une salle de bain. On a un seau d'eau, une eau propre, et c'est avec cette eau et notre microfibre qu'on rince et on rince les surfaces. Sinon, beaucoup de gens font l'erreur de juste passer un. Moi, je vois beaucoup faire dans les hôtels notamment. On passe un spray, on passe un coup de lavette et c'est fini. On n'a pas rincé. On a laissé une pellicule de produit. La saleté vient se coller dessus. Votre surface se ressalit en quelques minutes, une demi-heure après. Donc, bien sûr, on rince. Ok, il y a d'autres questions. Nathalie, l'intérieur des toilettes, avec quel produit, sachant que le ménage se fait quasiment tous les jours? Alors, nous, pour simplifier encore une fois le protocole de travail, pour que je puisse vraiment apprendre à tout le monde à travailler et à intervenir, même si c'est que quelques heures dans l'été, je n'utilise moi, pour l'intérieur des toilettes, que ce fameux détergent à base de javel. C'est les fameux Lacroix. Moi, j'achète mes produits en supermarché parce que, comme je vous le dis, j'ai démarré à l'époque, je connaissais rien. Je suis juste allée acheter des produits que j'utilisais chez moi et j'y suis allée à tâtons et je me suis rendu compte que ça marchait. Pourquoi j'allais changer? Un toilette, on va le désinfecter avec ce spray. Par contre, effectivement, si c'est lavé tous les jours, comme dans les hôtels, nous, on fait du service journalier dans nos villas où on propose petit déjeuner et tout ça. L'employée sait parfaitement qu'elle ne doit pas en mettre des tonnes. Elle va mettre un petit coup de spray, un bon coup de brosse. Et ça, c'est une règle de base aussi en ménage. On ne met pas trop de produits. Nulle part, jamais. Le produit, il en faut pas beaucoup. On l'étale, on le laisse agir. Voilà. Donc, mon conseil, c'est pour le toilette, détergent à base de javel. Vous pourriez avoir le fameux canard WC. Moi, je ne le fais pas parce que, comme je dis, je ne veux pas rajouter des produits à la fois dans notre panier et dans le protocole de travail. Ok, il y a quelques questions au sujet du vinaigre blanc. Est-ce que c'est un désinfectant? Est-ce qu'on peut utiliser le vinaigre pour désinfecter? Alors, le vinaigre blanc, malheureusement, ne désinfectera pas bien. Ça tue un peu les microbes, mais il faudrait rechercher en ligne. Je ne saurais pas vous dire, mais pour moi, je crois qu'on est seulement à 60 ou 70% des virus, des germes tués avec du vinaigre. C'est l'alcool ménager qui va être plus efficace pour tuer et désinfecter.
Alors, je crois qu'au moment du Covid, quand on avait utilisé, il y avait tout un protocole, il y avait une norme, c'était EN 1176, et les seuls Oui, produits virucides étaient relativement peu nombreux. Il n'y avait pas le vinaigre, en tout cas. Si je me trompe pas de mémoire, il y non, avait Sanitol, mais bon, je ne vais pas citer de marque, oui. mais il y en Le avait problème, très peu. c'est que, ouais, excusez-moi, mais le Sanitol, lui, ne nettoie pas. Et il faut à la fois le savon qui nettoie et l'autre qui désinfecte. Les deux sont obligatoires dans le processus du nettoyage. Pas partout et tout le temps, mais selon les surfaces, les deux sont obligés. Alors, je vais vous laisser continuer à poser vos questions et puis vous pouvez partager aussi vos expériences. N'hésitez pas, on va pas Oui, s'attarder trop là-dessus parce que chacun utilise le produit qu'il maîtrise c'est le ça. mieux. Mais n'hésitez pas à partager vos expériences dans le fil de discussion et pendant ce temps-là, Carole peut continuer. On se donne encore peut-être 5 minutes là-dessus avant de passer Oui, sur moi j'ai la dernière pratiquement partie. fini là ce que je voulais vous dire sur le matériel. Ok. La première chose, donc, c'est que pour l'écologie, les produits plus naturels et plus éco-friendly, malheureusement, j'ai essayé, vous savez, le bicarbonate mélangé avec du vinaigre, avec du citron dans le four et on laisse agir. C'est trop long. Le temps de pause, dans notre cas, est trop long. Donc, je dis pas que ça marche pas. Je dis juste que nous, il faut savoir que dans un samedi, souvent, on va avoir 3 ou 4 maisons à faire. On doit économiser notre temps, notre énergie. Comme je vous dis, on peut pas être en train de frotter comme des malades ou attendre des heures. Et moi aussi, j'ai une façon de travailler où j'aime bien partir à plusieurs. Je vais pas dire à 2 filles d'aller dans une très grosse maison, rester 7 heures. Je vais toujours préférer partir à 3 ou 4 et ne rester que 2 heures. Parce qu'en fait, la charge de travail se fait moins ressentir quand on est dans une grosse maison et il y en a une qui est là et elle a juste fait 2 chambres, 2 salles de bain, 2 chambres, 2 salles de bain. Une, elle a fait la cuisine, une, elle a fait les extérieurs et les salons. En 2 heures, on a fait une maison qui en demande 12 heures ou 10 heures, j'exagère, mais on n'est resté que 2 ou 3 heures. Donc, on ne peut pas attendre un temps de pause infini. C'est pour ça qu'on doit bien choisir son matériel. Après, si vous êtes avec une seule maison, que vous avez votre départ à 10 heures, votre arrivée à 16, 17 heures, vous avez vos 7, 8 heures pour travailler. Si vous avez 2 filles, elles ont largement le temps. Vous pouvez à ce moment-là opter pour des solutions plus écologiques. Mais moi, j'ai testé et j'y suis pas arrivée. C'est honnête. C'est pas politiquement correct, mais c'est honnête. Ouais, je sais, Mais je sais. Alors chacun après, fera la j'attends, hein, part des j'attends choses. des alternatives. Et sachez que sur la chaîne YouTube, on m'en donne régulièrement plein d'alternatives. Carole essaye ci, Carole essaye ça, moi ça marche. Et j'essaye. Et je regarde si je l'intègre. Parce que, encore une fois, je cherche à ne pas avoir 18 produits dans mon panier. Parce qu'on se balade de villa en villa avec nos produits. Voilà. La dernière chose que j'ai envie de dire, c'est que si vous voulez éviter le découragement, vous devez absolument, absolument mettre en place une bonne gestion du linge de maison. On perd énormément de temps à distribuer le linge dans les maisons. Des fois, il y a des couleurs différentes, des tailles différentes. Et donc, il y a vraiment 1, 2, 3 personnes qui doivent être formées au linge. Et c'est que elles qui distribuent dans la maison le linge propre. Vos employés ne sont là que pour faire le travail important. C'est un ménage d'excellence. Rien d'autre. Donc, ne leur mettez pas trop de charge de travail. Moi, j'entends beaucoup quand je vais chez mon blanchisseur, les femmes de ménage en auto-entreprise, qui se plaignent en parlant de leur conciergerie, qui disent, elle me fait à moi tout le temps aller chercher le linge à la blanchisserie quand la personne, elle n'est pas payée son temps de trajet pour aller à la blanchisserie récupérer le linge. Donc, soit vous payez les gens à aller chercher le linge, à aller gérer et trier le linge, soit vous le faites vous. Sur le matériel, il y avait juste encore peut-être une ou deux questions, si on peut prendre une minute. Daniel demande Oui. la pierre d'argile pour le calcaire. Est-ce que c'est aussi efficace que le vinaigre? On a aussi des questions sur comment traiter les joints de douche, les joints en silicone ou même les joints de carrelage. Alors, je vais parler des joints. C'est quelque chose que je suis en train de considérer moi pour les 2 prochaines saisons. Il n'y a rien de mieux que la vapeur. Donc moi j'ai envie de vous dire, si vous avez quelque chose qui est sale au début de saison, vous démarrez dans un bien qui a été mal entretenu ou vous avez une salle de bain qui est vieille, essayez vraiment un traitement de fond en début de saison. Et la vapeur marche vraiment très très bien. Mais après, normalement, on part du principe qu'on a des joints qui sont propres et c'est juste qu'on entretient super bien entre chaque groupe. On n'est pas censé avoir des joints qui jaunissent ou qui noircissent. On va l'avoir au bout de 3 ou 4 ans, mais j'ai envie de vous dire, c'est la fin de vie de votre joint aussi. Et là, on dit au propriétaire, écoutez, dans cette salle de bain, il faudrait songer à refaire les joints du bac de douche, voilà. Alors, il est 11h33, là, on va passer maintenant à la visite parce que sinon on va finir trop en retard. Ouais,
Il y a quand même Parfait. peut-être juste deux petites choses à dire. Au niveau des produits éco, là, je vois une remarque de Anna qui est assez juste. C'est vrai que pour tous les hébergeurs qui se lancent dans des démarches éco Éco-friendly, ouais. environnementales, voilà, pour avoir des labels ou simplement pour être référencés sur certaines plateformes qui, Ouais. dans leurs audits, dans leur questionnaire, intègrent aussi ça pour avoir une meilleure note, bah, c'est un choix à faire. Les produits, l'efficacité, les produits éco, trouver ceux qui ont le bon juste milieu, peut-être pour les pièces les plus sensibles. Et puis, c'est aussi par rapport à votre structure, ce que vous pouvez vous permettre de faire ou pas. Ça, on peut pas le dire à votre place, mais en tout cas, on peut confirmer qu'effectivement, dans cette démarche, le choix des produits compte pour beaucoup de plateformes et pour Bien la sûr. plupart des labels, éco. Donc là, le but aujourd'hui, ce qu'on voulait vous montrer, c'était ce que je fais quand je fais une vérification après une intervention. Ce que je vais vous inviter à faire quand vous êtes dans des maisons, mais ça peut être aussi les chambres d'hôtes et tout, c'est que quand vous installez une équipe à travailler, il y a des pièces qui sont extrêmement importantes, c'est les cuisines, les salles de bain et les chambres. Salon, salle à manger, buanderie, extérieur, c'est un petit peu moins important en termes d'hygiène, on va dire. Donc, ma façon de travailler de moi, c'est que quand j'installe les gens, dès l'arrivée dans l'intervention, il y a une personne en cuisine et ensuite une ou deux personnes dans un coin chambre, une personne dans un autre coin chambre. Elles vont vraiment faire une pièce, une salle de bain, elles vont la fermer. Elles vont aller dans une chambre, elles vont la fermer, elles vont avancer comme ça au fur et à mesure de leur secteur de maison où elles doivent travailler. Moi, ça me permet, quand j'arrive pour le moment de la vérification, c'est que j'ai déjà les trois quarts de la maison qui sont prêtes, notamment les pièces les plus importantes. Donc là, je vais partir du principe que je vais faire une vérification. Cette maison, elle est quand même assez grande. On va pas pouvoir regarder toutes les pièces. On va faire une cuisine, un toilette, salon, salle à manger, une chambre, et on parlera rapidement à la fin des extérieurs. Donc la première chose que je fais, j'ai toujours avec moi une microfibre propre neuve. Elle est mouillée, donc je suis allée la mouiller au lavabo. J'ai fait attention de ne pas salir. Et j'ai un torchon blanc, sec, propre, nickel. Et en général aussi, j'essaye d'avoir, là je ne vais pas vous le montrer pour des raisons pratiques, mais j'ai mon Sambo, un diffuseur de bonne odeur, ou je ne sais pas comment ça s'appelle. En tout cas, c'est ça que pièce par pièce, je vais en mettre sur les textiles. Je vais en mettre sur les rideaux. Quand je serai dans les chambres, j'en mets un petit peu sur les lits, sur les tapis. J'essaye de le faire quand je fais mes vérifications en général. Il faut toujours que ce soit au minimum une demi-heure avant l'arrivée. Si je sais que les clients arrivent dans 15 minutes, je ne vais pas le mettre parce que ça peut être entêtant. Mais par contre, ça donne vraiment cette expérience au moment de l'arrivée où il y a une signature olfactive. C'est vraiment magnifique. Moi, je vous garantis, les gens, quand ils arrivent, c'est ce sentiment de c'est propre, mais en plus, ça sent bon. Donc, cuisine. Donc déjà, quand j'arrive dans la maison, je fais vraiment en sorte d'avoir des chaussures propres pour me balader dans la maison qui est propre. Si toutefois le sol était mouillé, il m'arrivera de me déchausser parce que les chaussettes ne laissent pas de traces. Attention, on ne se balade jamais pieds nus sur un sol mouillé. Vous allez laisser vos traces de pas. Quand on fait une vérification, on ne peut pas aller vérifier tout. Il y a des choses qui sont importantes et d'autres qui le sont moins. Moi, je fais aussi en fonction de qui a travaillé où. Si je sais que mon bras droit qui est là depuis 8 ans a fait telle ou telle pièce, je sais que je vais pouvoir la survoler un peu plus. J'ai pas besoin d'aller à fond. Par contre, si j'ai une nouvelle recrue de cette année, elle en est à sa troisième intervention, je sais qu'elle a fait telle ou telle pièce, je vais prendre le temps de tout vérifier. En général, je compte environ une bonne vingtaine de minutes pour une vérification de maison complète. Donc j'ai toujours mon mouillé, mon sec. Donc partout où on a comme ça, on vérifie les traces de doigts qui auraient pu être oubliées. Là, rapidement, les comptoirs, on voit tout de suite s'il y a des miettes ou des traces qui ont été oubliées. Là, on est sur une cuisine blanche, donc ça se voit en un coup d'œil s'il y a des traces sur les façades. Je vais ouvrir au hasard deux ou trois tiroirs. Je vais aussi surtout ouvrir les tiroirs où je sais qu'il y a ce genre de choses. C'est-à-dire pour vérifier les couvercles et les casseroles, parce que ça, je vais le faire pratiquement à chaque fois. Parce que il n'est pas rare que dans le feu de l'action, elles ont oublié une casserole grasse ou un couvercle. Et là, j'ai envie de vous dire, si c'est le cas, ben, je passe le coup de lavette propre. Ça ne sera pas vraiment bien nettoyé, mais ce qu'on veut, c'est juste sauver les meubles. On n'est pas là pour refaire le ménage. On n'a pas le temps. Les clients arrivent dans une demi-heure. Donc là, petit coup de lavette mouillée, petit coup de lavette séchée et, et je repose. Je vérifie l'état de mes casseroles. Si vraiment, et ça m'est déjà arrivé, une casserole est grasse, eh ben, je vais au lavabo, je la lave, je la sèche et je ressèche mon lavabo. Bon. Ensuite, ici, quelque chose qui est très souvent oublié, faites attention, vraiment tout le temps,
C'est la fameuse capsule dans la machine expresso, c'est-à-dire la machine est comme ça, elles ont tout bien nettoyé, elles ont bien pensé à tout laver, le compartiment, mais elles ont oublié de faire ça. Et il m'est arrivé des dizaines de fois de le faire en vérification et la pastille était coincée et elle est tombée. Donc on pense à vérifier ça, c'est important. Et dans les machines à filtre, on pense à ouvrir le filtre. Ça m'est déjà arrivé d'avoir un filtre oublié avec du café à l'intérieur. Et ça, je vous dis, c'est la honte. Donc, comme vous voyez, notre façon de travailler à nous, alors je vais vous montrer parce que Clara va peut-être pas pouvoir voir, mais ce que je vous encourage à faire pour les produits d'accueil, c'est de proposer un petit panier. Et là, on ne parle pas du cadeau d'accueil, on parle des produits qu'on met à disposition pour les voyageurs. Je sais que beaucoup de gens auront tendance à mettre l'éponge à côté du truc, les pastilles de café dans un bol, les torchons posés à côté de la gazinière. Personnellement, moi j'aime bien, et je l'ai vu sur le terrain déjà, c'est super bien quand vous proposez un petit panier où tout est regroupé, du moins les choses essentielles de la cuisine. Parce que les gens ont l'impression qu'ils viennent découvrir un petit cadeau. Elle nous a mis quoi? Il y a des capsules. Cet effet un petit peu, et aussi que tout est bien neuf. Quand on a une éponge qui est posée, est-ce qu'elle est vraiment neuve et tout? Tandis que là, on voit vraiment qu'on leur a préparé un panier juste pour eux. Et c'est là que je mettrai peut-être le thé ou les choses comme ça. Vous voyez aussi que je mets le sopalin. Et parfois, dans certaines villas, on peut être amené aussi à mettre des serviettes en papier. Quand on va justement dans ces services journaliers avec petit déjeuner, on leur met à disposition un paquet de petites serviettes en papier qu'ils utiliseront pour le petit déjeuner. Donc voilà. Les choses que je mettrai en produits d'accueil rangés, ça va vraiment être les produits de nettoyage. Ça va être les sacs poubelles. On pense à mettre tout ce qui est anti-moustique, anti-fourmis. Vous savez, on va attaquer la saison 2026. La location saisonnière, vraiment, maintenant, on est sur le ultra, ultra confort. Le voyageur, vraiment, s'attend à avoir tout dans la maison. Ce ne sont pas des coûts importants. Intégrez-le dans votre calcul de rentabilité, mais mettez à disposition tout ce qu'il faut pour vos voyageurs, quoi. On re-remplit le liquide vaisselle. On ne met pas juste un fond de liquide vaisselle pour qu'ils achètent leur liquide vaisselle. On peut mettre un pouce-pouce. Voilà. Dans ma vérification, je pense toujours à vérifier ça justement. C'est toujours plein de coulures. Il arrivera régulièrement que les filles sans expérience oublieront de nettoyer ça. Et moi, personnellement, je veux donner l'impression qu'il est neuf, quoi. Donc, on nettoie bien les contenants. Voilà. Et ici, donc, en produit de nettoyage, l'indispensable pastille ou liquide lave-vaisselle, liquide de rinçage. Je vous conseille absolument de ne pas mettre des produits trop agressifs, type justement détergent, javel, tout ça, ou d'autres choses dans les produits à disposition pour les locataires. Pourquoi? Parce qu'il m'est déjà arrivé, quelqu'un a attaché un canapé ou une table et y est allé vraiment trop fort avec les produits et nous a taché en voulant bien faire et essayer de nettoyer. Je ne vous ai pas montré le four, mais bon, voilà, le four, en gros, je vérifie que la grille a bien été faite, que ça brille de partout. Moi, ce qui est très important, c'est ça, c'est les traces de doigts oubliées sur les boutons. Voilà, il faut absolument que tout soit impeccable. Quelque chose qu'il faut penser à vérifier, surtout avec les novices, c'est les sets de table. Souvent, elles auront laissé, elles n'auront pas vérifié. Il y aura les miettes du petit déjeuner du matin. Donc, ça, moi, j'y fais attention quand je suis avec des personnes qui démarrent en ménage. Ensuite, ici, donc, souvent, on va proposer les épices, l'huile, un minimum, en tout cas, pour démarrer le séjour. Pareil, les bouteilles d'huile, je vais toujours vérifier qu'elles sont impeccables, qu'elles ne sont pas grasses. Donc, si c'était le cas, je passe le coup de lavette humide, sec, mais nos bouteilles d'huile et de vinaigre sont impeccables et ne sont surtout pas grasses, quoi. On veut absolument éviter que le voyageur arrive et sente la présence du voyageur précédent. Voilà, on veut vraiment éviter ça, quoi. Quand je vérifie, bien sûr, rapidement, parce que c'est impossible de vérifier toute la vaisselle, moi, ce que je fais, c'est que déjà, ça dépend qui a fait la cuisine. En général, elles ont été bien formées, mais je prends quand même le temps de vérifier les verres. Au moins les deux, trois premières lignes, je fais comme ça vite fait. Je vérifie qu'il n'y a pas de traces de lèvres, de trucs, de gouttes d'eau. Parce que ça, c'est pareil, c'est vraiment problématique. Souvent, l'une des compliments que je reçois le plus, c'est Carole, la cuisine était impeccable, la vaisselle était propre, tout était propre. Alors que souvent, on arrive dans une location et c'est pas rare que les verres sont sales, il y a du gras dans les casseroles et tout.
Donc, on ne néglige pas ça. C'est pour ça que la cuisine est un élément extrêmement important. La personne qui le fait doit être bien formée et avoir le bon protocole. C'est vraiment important. Les gens, ils passent beaucoup de temps dans une cuisine, quoi. Je vais vérifier rapidement tout ce qui va être un petit peu en vert comme ça. Parce que c'est vraiment là où on voit les traces de doigts. Alors, je sais que c'est pas bien parce que ça veut dire que quoi que ici, si ça a été mal nettoyé, qu'il y a des traces de doigts, elles se voient pas. Ben, j'ai envie de vous dire oui, j'ai pas le temps d'aller vérifier tout. Donc, je vérifie là où je sais que c'est flagrant qu'on verra si des traces de doigts ou de gras sont restées. Au passage, je vérifie mes façades. Frigo, bon, là, en général, on a mis les produits d'accueil. Donc là, pareil, ça sera à vous de décider. Vin, champagne, eau gazeuse. Vous faites selon vos budgets. Le minimum, c'est de l'eau, j'ai envie de vous dire, hein. Même si l'eau du robinet, elle est, vous savez que les gens à l'international, ils ont peur un peu de boire l'eau du robinet selon d'où ils viennent. Donc là, pareil, je vérifie traces de doigts, ce genre de choses. Pareil ici, tout ce qui est four, micro-ondes, je vais prendre le temps vraiment parce que là, on sait que ça peut être très gras et très sale. Donc, je prends le temps de vérifier que mon plateau est très propre. Voilà, vous remarquez qu'à chaque fois que je ne touche rien avec mes doigts, hein, je suis toujours avec mes torchons pour ne pas laisser de trucs. Alors, Carole, Ensuite, la dernière. Oui. il y a justement une question par rapport au four. Voilà, on était sur le micro-ondes, mais il y a donc les produits pour nettoyer le frigo et le four, qu'est-ce que c'est? Alors, frigo, quand il est relativement propre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coulure, pas de gras, pas de... On le fait au vinaigre, ce fameux vinaigre dilué. On ne va pas mettre le détergent à base de javel dans le frigo parce qu'on n'oublie pas qu'ici, les gens vont poser directement leur nourriture, des fois à même l'étagère. Donc, personnellement, nous, c'est vinaigre. On laisse agir, lavette, séchage. Si j'ai un frigo sale, je le démonte, je vais le laver avec du liquide vaisselle ou avec mon détergent à base de javel, mais par contre, je vais m'assurer de très très bien rincer. Ça, c'est dans les cas où vraiment le frigo est très très sale. Pour le four, décape en four. Du moins quand il est très sale. Quand il n'est pas sale, le coup d'éponge avec du savon, c'est-à-dire le fameux multisurface. Mais nous, en général, on utilise le détergent à base de javel quand c'est peu sale, ou alors vraiment, nous, les fours, par défaut, c'est décapant. Donc là, ce que je fais, et les filles le savent, c'est vraiment très bien expliqué, le décapant four est très toxique. Les portes sont ouvertes, les fenêtres sont ouvertes. On prend la grille du four, on a des gants, on spray, on laisse agir 20-25 minutes. En général, dans l'intervention, elles savent à quel moment elles doivent le faire. Pour laisser le temps au décapant, il faut environ 20 minutes pour que ça marche bien. Et après, vraiment, avec une paille de fer, il y a tout qui part. On n'a même pas à forcer, quoi. C'est rapide, c'est efficace, mais je sais que c'est toxique le décap en four. C'est pas la situation idéale. Je vois que c'est une belle cuisine blanc laqué. J'imagine qu'on laisse pas des éponges grattantes à disposition des visiteurs pour éviter qu'ils... Alors, nous, en vrai, regardez, on laisse ce genre d'éponge. C'est effectivement soi-disant non rayant, mais honnêtement, non. J'ai envie de vous dire au contraire, il y a beaucoup de gens, notamment cette propriété ici, où à l'époque, elle me laissait à disposition pour les locataires que les éponges en mousse. Sauf que quand quelqu'un voulait faire la vaisselle et récurer sa poêle, elle n'y arrivait pas. Donc on se retrouvait avec de la vaisselle hyper grasse tout le temps. Ben, les gens ils me disaient, Carole, nous, on n'a pas réussi à bien faire la vaisselle parce que on n'avait pas une bonne éponge. Ils auraient pu l'acheter, évidemment. Mais... Donc, non, n'hésitez quand même pas à mettre une bonne éponge. C'est quand même très rare des gens qui vont aller récurer pendant leurs vacances et vous rayer quelque chose. Et donc, à la fin de la cuisine, juste je termine, bien sûr, la poubelle. La poubelle, c'est un élément très, très important. Les poubelles, si elles sont pas très sales, on va les faire au vinaigre aussi. Comme je disais tout à l'heure, ça tue environ 60-70%. C'est vraiment quand il y a quelques traces de doigts, quand on a enlevé le sac, on voit que tout est propre, que les gens ont vraiment bien jeté dans le sac poubelle. Par contre, une poubelle qui est sale, c'est dans le lavabo ou avec notre seau, éponge, détergent avec javel, et on la nettoie correctement, et on la rince correctement, on la fait briller, et on met le sac poubelle. Il y avait juste une question de Virginie et Christine sur les produits. Au tout début, vous avez parlé des sambons. Euh, Oui, et quelles étaient alors on me demande la marque du sambon ou quels sont oui. les meilleurs produits Alors, sambon. malheureusement, ce sambon, on me demande souvent parce qu'il est vraiment impeccable. Moi, je peux pas, je peux vous donner cette marque, mais vous la trouverez pas parce que c'est mon blanchisseur qui me l'a fourni, lui, en tant que professionnel. Ça vient d'Italie. Celui-ci en particulier. Moi, je dirais
choisissez des odeurs qui ne sont pas entêtantes. Évitez absolument toutes ces odeurs synthétiques qui font penser à du produit pour les toilettes. Donc, on va plutôt favoriser tout ce qui est, vous savez, fleurs de coton, lavande, bergamote, ce genre de choses. Vous pouvez utiliser vous savez, les genres de diffuseurs avec les huiles essentielles. Ça marche aussi très bien. Vous pouvez préparer votre propre spray. Alors, il faut mélanger avec de l'alcool. Ça, je vous avoue que je sais pas faire. Ou simplement chercher en ligne des professionnels de spray pour textile. Ça doit vraiment être spécial pour textile, pour ne pas tacher vos textiles, évidemment. Mais soyez vigilants, achetez-en toujours un d'abord, testez-le, faites-le sentir par d'autres personnes, parce qu'il n'y a rien de pire que d'arriver et que ça sent le toilette dans toute la maison. Genre le truc Harpic ou je sais pas comment ça s'appelle de toilette. Donc ça vraiment on évite, on prend des trucs professionnels et des trucs très subtils. Mais par contre c'est la classe. Vraiment c'est la classe. En pharmacie, notamment avec les huiles essentielles, euh, Oui. j'en connais un qui Moi je peux s'appelle vous Poudre recommander Essentielle. une marque Vas-y, ouais, que allez-y. nous on adore ici dans le sud, c'est la marque Durance. Et ils ont le spray, ça s'appelle linge propre. Et là vraiment, après c'est pas cher, mais on en met tellement peu, j'ai envie de vous dire. Vous dites à vos propriétaires de l'acheter, hein, j'ai envie de vous dire, ça peut ne pas être à votre charge. C'est un, Alors, toilette. Si vous gérez un Donc, hébergement haut de gamme, c'est un coût, mais c'est un investissement qui est, je pense, mérite. franchement, il faut pas faire les choses à moitié, haut de gamme ou pas. Si vous voulez en faire un business, c'est-à-dire louer régulièrement d'année en année, il faut investir pour proposer le meilleur confort et la meilleure expérience. Sinon, vous allez juste vivoter, quoi. Voilà. On va enchaîner. Donc, les toilettes, évidemment, c'est très, très important. On fait l'impasse sur aucun toilette. Donc, moi, ce que je fais, j'ai toujours hein, les deux choses. Je suis censée être sur un toilette qui a été désinfecté. C'est-à-dire que peu importe que ma lavette le touche et qu'après, je vais faire autre chose. Il y a eu de la javel ici, hein. Mais on va vérifier s'il y a eu des oublis. Et ça arrivera. Donc, je vérifie ça, je vérifie la poussière. Au passage, je vérifie si justement les petits trucs odorants ont été remplis, si les papiers toilettes ont été bien placés. Je dirais que moi, je fais ça. Je vérifie vraiment bien ici, les bords, partout. Et après, avec mes mains, j'ai toujours le réflexe de faire ça. Parce que s'il y a une coulure d'eau de rinçage, je vais la sentir. Et donc là, je prends mon sec ou mon mouillé, ça dépendra, et je passe. On espère que c'est pas du pipi, si ça a été mal fait. Bon, un autre truc très important dans le toilette qui est souvent oublié, c'est la fameuse brosse. Les filles vont nettoyer, vont remettre la brosse, et donc il y aura du liquide, de l'eau propre normalement, à l'intérieur. Et ça, c'est pas possible. Moi, j'insiste vraiment. Quand elles font le ménage, elles doivent renverser le pot par terre, laisser la brosse s'égoutter. Et c'est à la fin, quand on passe la serpillière, qu'on réarme la brosse pour éviter le fameux petit liquide au fond que les locataires vont dire c'est dégoûtant. Et si ça avait été oublié, ben je vide. Vous voyez, là, il y a quelques gouttes, quoi. Je remets, je pose. Et là, à ce moment-là, ben, je retire la brosse. Voilà. Allez, on va enchaîner un petit peu parce que je pense qu'en temps, on va être juste. Rapidement ici, serviette piscine. Je ne sais pas si tu vas pouvoir le voir, Clara. Ça, c'est pareil, je vous conseille plutôt de mettre vos serviettes piscine dans un panier à un endroit de la maison plutôt que dans chaque chambre. C'est mon avis personnel, mais ça fait encore une fois cet effet cadeau, petit panier mis à disposition pour vous. Salon, salle à manger, comme je vous l'ai dit, ce sont des pièces secondaires. En vérification, je vais vérifier les vitres. S'il y a des rectifications à faire, genre une trace de doigt qui aurait été oubliée, je fais mouiller, sec. Mouiller, sec. Les filles, je les ai entraînées à faire des vitres. C'est rare que je vais avoir des problèmes. Ça arrivera et je fais ma petite rectification. Ce que je vais faire aussi souvent dans une salle à manger, bah, c'est bien redresser toutes les chaises, que tout soit nickel. Et dans un salon, voilà, ce qui va souvent arriver, c'est les coussins sur les canapés, surtout quand on a plein de canapés. On va en voir un encore tout à l'heure. Les filles savent pas toujours comment disposer pour que ce soit joli. Par exemple, là, c'est pas joli, c'est pas du tout moderne de disposer comme ça. Donc, en général, je vais être la personne qui sait comment on place et je vais prendre le temps de le faire, par exemple. Bon, je dis pas que c'est mieux, mais bon, je vérifie rapidement la poussière, je vérifie que les choses sont au bon endroit, les télécommandes, etc. Et bien sûr, j'en profite pour toujours
remettre vraiment les rideaux bien nickel, au même endroit. Si on était en plein été, il est possible que je décide de fermer les rideaux pour des raisons de soleil qui tape. Donc ça, c'est chacun qui fait en fonction. On va maintenant aller dans une chambre, c'est important, je vais vous montrer la vérification d'une salle de bain et d'une chambre. Donc là, on a une des chambres donc principales. Il y a une toilette que j'aurais vérifiée tout de suite. Ensuite, donc là, ce que je vais faire, c'est directement aller dans la salle de bain. Alors, salle de bain ou chambre, quand vous avez des placards, vous vérifiez, enfin, moi je le fais, que les cintres sont tous dans le bon sens, chacun dans son coin. Ses cheveux doivent être enroulés. On laisse pas les choses comme ça tirées au hasard. Tout doit être quand même positionné où on va vraiment montrer aux gens qu'on a pris le temps de positionner chaque chose. Et je vous garantis que, en termes de dégâts, je ne sais pas comment vous expliquer, mais quand quelqu'un arrive dans une maison et voit que autant de soins a été pris, ils auront beaucoup plus de difficultés à ne pas prendre soin de la maison. Inconsciemment, ça les incite à faire attention quand ils sont comme ça dans des endroits où vraiment tout est méticuleux. Donc, salle de bain, ce que je vais faire en général, donc cabine de douche, je vais vraiment prendre le temps de me mettre en biais, regarder. Par exemple, ici, il y a une goutte d'eau oubliée. Je vais mouiller, sécher. Ce qui est souvent oublié, voilà, les poignets. On va faire le devant, on va oublier le derrière. Voilà, j'essaie de regarder. Les vides, c'est pas évident. Les cabines de douche comme ça, à 2 ou 3 pans, c'est le plus difficile à faire. Encore plus ce genre de où vraiment il y a des rails de partout. C'est pareil, là, je vais former que 2 ou 3 personnes à savoir la faire. La petite extra qui viendra que les samedis, je vais pas lui apprendre à faire des douches aussi compliquées, elle n'y arrivera pas. Je mets quand même mon pied à l'intérieur de la douche pour vérifier quand même si j'avais manqué quelque chose. Voilà, les robinets, tout. Alors, les bandes de douche. Alors, si vraiment j'avais sali, ce qui n'est pas le cas, mes chaussures sont propres, j'aurais peut-être passé un coup de lavette pour effacer mon pas. Les bondes de douche et de lavabo, je ne vais pas les vérifier au moment de... J'ai pas le temps de tout démonter. Par contre, moi, mon protocole de ménage, c'est que quand j'ai des nouvelles recrues, des gens qui ont pas l'habitude, quand je les installe, moi ou ma coéquipière, quand on s'installe, on va aller leur démonter toutes les bondes. Bondes de douche, bondes de lavabo. Quand elles vont arriver pour faire leur intervention de salle de bain, la bonde sera démontée. Elle se dit, ah oui, c'est vrai, il faut laver la bonde de douche et la réinstaller. Certaines fois, on a des bondes de douche qui ont besoin d'être installées d'une certaine façon à cause du joint ou quoi. Je leur apprends à le faire, à la réinstaller pour éviter les remontées d'odeur parce que le joint a été mal scellé. Mais donc, moi, là, je pars du principe que ça a été fait. J'ai pas le temps de démonter sur une vérif et j'ai des clients qui arrivent et puis c'est trop tard, quoi. Ici, dans une salle de bain, ce qui va souvent arriver, c'est que les choses sont pas très bien placées. Encore une fois, vous avez beau former le personnel, elles vont oublier régulièrement et c'est pas grave. Vous êtes là pour ça, quoi. Donc, par exemple, nous, dans nos protocoles, le tapis de bain, il est toujours sur la baignoire et pas par terre. Voilà, ça c'est pareil. C'est un conseil vraiment que je vous donne, c'est que ayez le même protocole de disposition du linge, des produits, le même dans toutes vos maisons. Il m'est arrivé dans le passé qu'un propriétaire, ah, Carole, moi les oreillers, je les préfère comme ça, les serviettes là. Madame, c'est trop compliqué pour moi d'apprendre à mes employés que dans une maison, il faut faire ça, dans l'autre, il faut faire ça, dans l'autre, il faut faire ça. Donc, on a une façon de faire, la nôtre, et on va faire la même chose dans toutes les maisons. Le propriétaire doit être compréhensif. Alors Carole? ici, j'ai une table en verre partout où il y a du verre, des vitres. Oui. Il est 12h03. On va alors, Ah, désolé, on a d'accord. passé le temps, mais on va se donner 5 minutes de prolongation pour laisser à Carole le temps de vous montrer une chambre. C'est important quand même, la chambre. Et puis, euh, Alors et la puis peut-être chambre, encore 5 minutes pour les questions, mais pour anticiper ça et gagner du temps, n'hésitez pas à les mettre dans le fil de discussion. oui. Alors rapidement, la chambre, c'est très simple. Le lit doit être impeccable. Encore une fois, mon seul vrai conseil, c'est la même configuration de lit dans toutes les maisons. La façon de disposer les serviettes, la façon de faire le lit doit être la même de partout. Comme ça, votre équipe, elle est en mode autopilote de partout. Elle ne se pose pas, est-ce que c'est devant, est-ce que c'est derrière? Trouvez ce qu'il vous plaît à vous, le style qui vous plaît, en termes de présentation de votre lit. Après, je vais bien sûr vérifier toutes les commodes. Je vais prendre le temps d'ouvrir 3, 4 tiroirs
pour vérifier que ça a été quand même nettoyé, qu'il n'y a pas des cheveux ou des choses oubliées. Et je vais un peu redresser. Ce que je fais aussi, c'est que je vais, comme tout à l'heure dans un salon, mais je vais avoir tendance à disposer les stores ou les rideaux d'une façon où vraiment on voit que c'est intentionnel. Il n'est pas juste ouvert, voilà. Mais vraiment, c'est tout. Dans une chambre, il n'y a pas grand-chose. Bien sûr, selon qui a travaillé, ou si je sais que c'est une chambre qui peut être très poussiéreuse, j'aurai toujours le réflexe de vérifier sous le lit qu'il n'y a pas des gros moutons, que ça aurait été oublié. Mais c'est quand même très rare. Voilà. Ok, ben merci beaucoup, Carole. C'était super de voir vraiment en live comment ça se passe. Quand les clients sont là, on appelle, hop, ils sont arrivés un peu plus tôt que prévu, ils sont déjà là, on n'a pas eu le temps de terminer le ménage. Est-ce qu'il faut les laisser accéder quand même dans le logement ou est-ce qu'il faut leur proposer d'attendre dans la Non. piscine en attendant ou qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les envoie faire Non. des courses? Exactement. Nous, par règle, vraiment, c'est que le voyageur sait qu'il ne peut pas accéder avant l'heure du contrat, c'est-à-dire 16 heures ou 17 heures, selon les cas, que on peut se tenir au courant pendant le voyage et que s'ils sont là en avance, si la maison est prête, on les fera rentrer. Et ça, c'est une communication vraiment avec le locataire la veille et le jour même. Mais à aucun moment, et ça, c'est hyper décourageant pour les équipes, on autorise le voyageur à poser ses valises, à attendre là, parce qu'en fait, pour nous, l'équipe, c'est stressant. Ils sont là, il faut qu'on aille vite, il faut qu'on termine, sans parler de celui qui va dire, je peux juste aller faire un pipi, s'il vous plaît. Donc vraiment, moi, c'est catégorique à mes propriétaires. Si la maison n'est pas prête, personne ne rentrera. Et ça marche vraiment. Les filles, on est en sueur, on termine de remballer nos poubelles et nos trucs, on part tranquillement. Après, les voyageurs arrivent. Très bien, ben merci à tous pour votre Voilà. participation. On est arrivé au bout. Je vois une suggestion de Nathalie de reparler du nettoyage écologique et éco-responsable. Oui, promis. On a en fait, voilà, c'était ce que je voulais vous dire pour la conclusion. On a toute une série de prochains ateliers qui vont arriver sur le design des maisons aussi. Là, on était dans une belle maison. Et donc, ben voilà, merci à tous pour votre participation, pour vos nombreuses questions. Un grand merci à Carole. C'était super Merci à intéressant. vous. Très dynamique, très intéressant. Tant mieux. N'hésitez pas à me solliciter en message privé s'il y a des questions concernant ce qu'on a vu aujourd'hui. Voilà, à bientôt. Merci beaucoup. Bon appétit tout le monde. À Au bientôt. revoir.